Aujourd'hui, je te plonge en immersion dans la peau d'un entrepreneur africain qui a des problèmes, qui rencontre des difficultés au quotidien. Si tu es africain, tu es un entrepreneur, tu résides en Afrique et tu rencontres des problèmes dans ton activité au quotidien, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Parce que le cas pratique, ce sera moi-même. Avec la main sur le cœur, je vais partager avec toi les difficultés que je rencontre au quotidien. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustives. Parce que s'il faudrait lister de façon détaillée toutes les difficultés que je rencontre, même une vidéo qui durerait 1 mois ne pourrait pas suffire à expliquer la peine que nous rencontrons au quotidien dans nos différents projets. Je te recommande donc de te poser dans un endroit qui est calme, de prendre une bouteille d'eau parce que la vidéo pourrait mettre un peu de temps, de charger les datas si tu ne les as pas encore suffisamment, de partager la vidéo pour pouvoir aider un entrepreneur qui rencontre des difficultés. Et ce n'est pas parce qu'un entrepreneur ne parle pas de ses difficultés qu'il n'en rencontre pas de difficultés au quotidien. Donc si tu regardes cette vidéo et tu n'es pas entrepreneur, partage la vidéo. Identifie un entrepreneur en commentaire parce que je suis certain que cette vidéo va l'aider d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin de s'aimer pour rencontrer les mêmes difficultés. Tu peux détester Claudel, mais au quotidien, tu rencontres exactement les mêmes difficultés que Claudel a rencontrées il y a de cela 5 ans. Et cette vidéo te permet de pouvoir comprendre ce que Claudel a fait et qui pourra t'aider toi aussi à sortir de cette difficulté. Peut-être aussi en commentaire, tu pourras partager des solutions que toi tu as implémentées pour que cela puisse aider à la fois Claudel, mais aussi d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problèmes. Je vais commencer par la première difficulté que rencontre tout entrepreneur africain qui réside en Afrique, qui entreprend en Afrique. La première difficulté, c'est le nom. Moi, je m'appelle Numbissier Claudel Joël. Je suis né au Cameroun. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans le département du Onkam, arrondissement de Bandja. Mon village, en réalité, ce n'est pas un village, c'est un groupement qui s'appelle Fotouni. Et quand tu nais au Cameroun et que tu t'appelles Numbissier, voilà le premier problème que tu as. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'appelle un problème congénital, un problème héréditaire, un problème que tu acquiers directement lorsque tu sors du ventre de ta mère. Parce que tu hérites directement des problèmes de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents, des problèmes identitaires, des problèmes de stigmatisation, des problèmes liés à ce que tes ancêtres ont eu à faire avant, en bien comme en mal. Voilà le problème que tu rencontres à la naissance. Et la particularité, c'est que qu'importe ton âge, qu'importe ton origine, tu rencontres exactement les mêmes problèmes. Parce que moi, j'ai dit que je m'appelais Numbissier, mais quelqu'un qui s'appelle Zang, lui aussi va rencontrer des problèmes. Quelqu'un qui s'appelle Bouba va rencontrer aussi des problèmes congénitaux liés à ses ancêtres. Qu'importe ton origine, qu'importe ta communauté, qu'importe ta région, tu vas exactement rencontrer aussi des problèmes congénitaux. Ce ne seront pas des mêmes problèmes identiques à ceux de Claudel, mais tu auras aussi des problèmes. Moi, je vais prendre un exemple. Supposons que tu es Bassa. Quelle est la région d'origine des Bassa? Parce qu'en réalité, les Bassa sont éparpillés dans pratiquement 3 régions. Du fait de la colonisation, on les a éparpillés un peu partout. Moi, au moins, ma région, c'est l'Ouest. Moi, je plains souvent les Bassa qui, en fait, n'ont pas une région propre à eux. Si, par exemple, tu es de la région du Sud, ton problème, c'est que, étant donné que ton frère est président de la République, on estime que tu n'as plus de problème. On estime que non. Vous êtes favorisé, c'est vous qui gérez le pays, donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Et c'est un problème héréditaire. Ce n'est pas toi qui as voulu que ce soit ton frère qui soit à la tête du pays. Si par exemple tu es du Nord ou de l'extrême Nord,
ou de l'Adamawa, tu nais avec des problèmes directement liés à ce que tes ancêtres faisaient, liés à ce que tes frères et sœurs, tes parents sont en train de faire actuellement et qui t'ont légué un patrimoine de problèmes en bien comme en mal. Donc, pour dire que il n'est pas question ici de se lamenter sur son sort, non. Tout le monde a des problèmes congénitaux. Que tu sois du nord, du sud, du nord-ouest, de l'Adamawa ou de n'importe où tu as des problèmes. Et ça, c'est ce que j'appelle des problèmes micro. Parce qu'il y a des problèmes macro. Le problème macro, c'est lequel? C'est le fait que tu es né noir. C'est le fait que tu es né africain. Et pire encore, tu es né en Afrique. Et quand tu nais noir, tu nais directement avec un patrimoine de 1400 ans d'esclavage. Tu nais avec un patrimoine de colonisation. Tu nais avec un patrimoine de néocolonisation. Tu nais dans un environnement où le noir est méprisé. On estime qu'il est sale. On estime que c'est un mendiant. On estime que tout le temps, il attend de l'aide des autres, les subventions des autres. On estime qu'il a toutes les ressources matérielles, toutes les matières premières, mais il n'arrive pas à manger. Il meurt de faim. Les autres qui n'ont rien viennent chez nous, prennent ce que nous on a en abondance, partent chez eux, développer cela, renvoyer chez nous, alors que nous on n'a rien. Donc ils estiment que nous sommes des idiots, des feignants, des cancres. Et quand moi je vois des gens tous les jours dire que non, on doit lutter contre le racisme, mais comment est-ce que vous voulez que ces gens nous respectent lorsqu'ils se rendent compte que nous on a tout mais on n'arrive pas à se développer? Ils nous prennent pour des idiots, pour des cancres. Ils traitent nos ancêtres de feignants. Et nous directement, leurs enfants, on hérite de cela. Moi j'ai mené une étude dernièrement avec les membres d'une de nos communautés pour savoir quelle est la perception que les étrangers, notamment les blancs, ont des noirs dans les différents pays dans lesquels ils se trouvent. On a fait l'étude en Asie, en Europe, aux États-Unis et même dans certains pays en Afrique comme l'Afrique du Sud. Et on s'est rendu compte que la plupart des fois, les quartiers dans lesquels se trouvent les Africains à l'étranger sont parfois les quartiers les plus sales, sont parfois les quartiers les plus défavorisés, les quartiers les plus pauvres, les quartiers où la communauté n'est pas solide, où chacun essaye de montrer qu'il est seul, alors que les Pakistanais sont ensemble, les Libanais sont ensemble, les Français sont ensemble, les Chinois sont ensemble, les Indiens sont ensemble. Ils font des projets puissants. Mais nous, on veut montrer qu'on est seul. On veut montrer qu'on ne s'occupe pas des autres. On veut montrer qu'on est un Africain, un Noir différent des autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes divisés. Et quand nous sommes divisés, on nous méprise de plus. Parce qu'on est divisé, on ne peut pas être puissant. On est avec ça. Ça veut dire qu'on est directement avec un patrimoine de 1400 ans d'esclavage, de mépris, de torture, de tout ce que vous pouvez imaginer comme drame humain. On est avec ça en tant qu'Africain. Voilà un gros problème qu'on a à la naissance. Donc j'ai laissé le tribalisme, j'ai laissé tous les problèmes micro, on passe sur un problème macro. Et qu'importe l'endroit du monde où vous allez vous trouver, vous allez rencontrer exactement le même problème, même si vous êtes excellent. Si vous arrivez aux États-Unis, vous êtes brillant, vous êtes même le meilleur. D'abord que vous devez travailler 5 fois plus que les autres pour qu'on puisse vous considérer, parce qu'on n'aura pas le choix, puisqu'on va se rendre compte que vous êtes très compétent. Mais en fait, ne pensez pas qu'on va vous respecter parce que vous avez le passif de vos ancêtres dans vos gènes. Quand on vous voit déjà noir, ça traduit déjà qui vous êtes, même inconsciemment dans la tête des autres. Et eux, ils ont tout mis en place pour pouvoir consolider cette pensée-là au travers de cinéma, au travers de films, au travers de séries, au travers de livres, au travers de cours même qu'on apprend à l'école. On nous apprend toujours l'histoire des autres. On nous montre la puissance des autres. Et du coup, l'Africain est toujours méprisé dans cette histoire-là, qu'on apprend même à l'école. Ça veut dire qu'on paye pour aller à l'école. Et dans cette école pour laquelle on a payé pour fréquenter, on nous enseigne au quotidien que nous sommes des esclaves, que nous sommes des idiots, qu'on ne vaut rien. Quand on nous parle des découvertes scientifiques, on nous parle uniquement des découvertes des autres. Donc lorsque vous naissez avec ce patrimoine-là en étant africain. C'est un problème à vie qui ne va jamais se terminer. Tant qu'on ne se met pas ensemble pour montrer que nous sommes puissants. Les autres se mettent ensemble. Personne ne peut être puissant seul. Personne. Les États-Unis, ce sont des États qui se sont unis pour être puissants. La Chine, c'est la même chose. Et tous les jours, ils essayent même de reprendre Taïwan. Parce qu'ils estiment qu'avec Taïwan, ils seront encore plus puissants. La Russie, c'est la même chose. Ils essayent de prendre la Crimée, de prendre l'Ukraine. Parce qu'ils estiment que sans les autres, on ne peut pas être puissant. L'Union européenne, ils se mettent ensemble. La France, l'Italie, l'Allemagne et tous les autres pour être puissants. Non, crée l'Union européenne, ou plutôt l'Union africaine. Mais nous sommes financés par l'Union européenne. Vous voyez le mépris? Comment on va nous respecter?
On crée l'Union africaine, mais le siège dans lequel nous on se réunit pour faire nos réunions est construit par la Chine. Vous voyez le mépris? En fait, nous on est avec ça. En tant qu'entrepreneur africain, résident en Afrique ou ailleurs, et qui essaye de faire des choses au quotidien. Donc moi, je suis né avec ce taux de problèmes. Ce conteneur de problèmes, je suis né avec ça. Ensuite, j'ai grandi dans un quartier défavorisé qui s'appelle Nkomkana. Nkomkana, c'est un quartier qui est situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, un quartier dans lequel la plupart des jeunes espèrent exceller dans le football, jouer aux cartes à longueur de journée, font des choses incroyables. Un quartier dans lequel tu n'as aucun avenir certain lorsque tu observes comment les jeunes travaillent. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que mes parents n'étaient pas pauvres. Ils n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres. Donc, je peux dire qu'on avait une famille moyenne. Je ne peux pas dire que j'ai manqué de tout, je dormais sans manger. Non, je ne peux pas tenir ce discours parce que ce serait faux. Je ne veux pas entrer dans le discours des gens qui, non, ils souffraient, ils ne mangeaient rien, ils mangeaient un grain de riz par nuit. Non. J'avais des parents qui travaillaient et qui avaient la possibilité de nous garantir le minimum. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. Si on était riche, on devait être dans des quartiers plus huppés. Je devais avoir ma voiture quand je suis à l'école et tout ce qui va avec. Le chauffeur devait m'accompagner. Je n'avais pas ça. Je vivais dans un quartier défavorisé, dangereux. On se faisait agresser régulièrement. Dans un de mes livres, Un médecin atypique, je raconte comment ma mère et moi, on s'est fait agresser un jour en allant à l'église. Donc, on vivait dans un quartier défavorisé, mais même dans ce quartier, on n'était pas pauvre et misérable, non. Donc, j'ai eu quand même le minimum, mais je n'ai pas bénéficié d'un environnement qui me permet de pouvoir me décupler ou alors d'avoir des compétences et un développement cognitif qui soit adéquat. Donc, j'ai hérité aussi de cet environnement dans lequel j'ai grandi. Et ça m'a rattrapé parce que j'étais devenu quelqu'un de délinquant. Je dormais dans les salles de jeux vidéo. J'étais devenu même un voleur. Et quand j'ai échoué au BEPC, mes parents ont compris que j'étais déjà vraiment en train de m'égarer. Et ils ont décidé de m'envoyer à l'internat au sud du Cameroun, au lycée classique et moderne de Bolova, qu'on abrège le Liklamo. C'est comme ça que j'arrive dans l'internat. Et j'avais pleuré toute la nuit. Le maître d'internat est donc venu me rappeler que mon frère, ici on ne pleure pas. Parce que si tu pleures, c'est trop grave. C'est de là où vient cette expression en fait. Parce que j'avais pleuré toute la nuit quand j'étais arrivé à l'internat parce que je trouvais que c'était injuste. Et le maître d'internat m'expliquait que mon frère, ici, quand tu pleures, les autres te méprisent plus encore. Donc ce sera trop grave si tu pleures. C'est pour ça que j'ai arrêté de pleurer. Et c'est pour ça que je nous recommande, nous Africains, nous Noirs, d'arrêter de pleurer. Parce que quand on pleure, les autres nous méprisent davantage. Parce qu'ils ne nous aiment d'abord pas. Ils estiment que nous sommes des idiots du fait du passif que nous avons. Donc quand en plus de tout ça, au lieu de travailler, on pleure, ils estiment que vraiment, avec toutes les bêtises qu'ils font, ils sont encore en train de pleurer, en train de commander, en train de demander, en train de manger au quotidien. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont encore divisés. Quelle bêtise. Donc j'arrive à l'internat et je décide donc de me battre à l'internat pour pouvoir sortir du lot. J'étudie énormément et heureusement donc je commence à me démarquer de façon très importante. J'étais très brillant, surtout en mathématiques. J'étais le meilleur même d'ailleurs. Et je vous ai d'ailleurs partagé une vidéo quand je suis rentré au lycée classique et moderne dernièrement. J'ai rencontré mon enseignant de mathématiques de terminale C. Je lui fais un coucou ici en passant, Monsieur Manga. J'ai publié même d'ailleurs la vidéo. Et j'étais tellement brillant en mathématiques que je voulais continuer à l'université en faisant des mathématiques. Donc j'ai eu le concours Campus France. Je devais aller continuer mes études de mathématiques à Clermont-Ferrand en France. Sauf que mes parents me disent, mon frère, tu es d'abord trop jeune pour voyager. Ces trucs de mathématiques là, vraiment, c'est pas, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que tu deviennes médecin. Parce que dans la famille, on n'a pas de médecin. Il faut que tu sois médecin pour nous honorer. Je pense que vous avez écouté ma chanson dans laquelle je parle de l'histoire de mon grand frère Zeus. Et j'explique donc que voilà, mes parents voulaient que je devienne médecin. C'est comme ça que je me retrouve en fac de médecine, malgré moi. Moi, je n'ai jamais voulu devenir médecin. Je voulais devenir mathématicien, astronaute, tout ce qui tourne autour des mathématiques, de la physique et tout ce qui va avec. Donc, je me retrouve en fac de médecine, Baganté, 2007. Et parce que j'ai eu mon bac en 2007, bac C, je me retrouve donc à Baganté où je fais 7 années de médecine. Au début, je n'aimais pas, mais étant donné que la pension coûtait assez cher, mes parents faisaient des tontines, se battaient pour faire des cotisations pour pouvoir payer ma pension. Je me dis, il ne faudrait pas qu'en plus de ces difficultés, je m'amuse avec l'école. Donc c'est donc comme ça que je passe 7 années à Baganté et je sors médecin en novembre 2014. Quand je soutiens dans mon doctorat en médecine,
J'ai fait des stages dans plusieurs structures hospitalières, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, l'hôpital du district de Deido, l'hôpital régional de Bafoussam. Je travaille dans plusieurs cliniques, je fais des gardes, je présente le concours d'intégration pour devenir médecin de la fonction publique et je ne passe pas ce concours. Et quand j'échoue dans ce concours, c'était un drame pour moi parce que ce que je gagnais dans les hôpitaux dans lesquels j'étais un peu comme un intérimaire, c'était vraiment minable. Parfois, par mois, je pouvais me retrouver avec 50 000 francs, 60 000 francs en tant que médecin, alors que tes parents estiment que tu es déjà sorti médecin, tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir te bâtir toi-même, mais tu gagnes 50 000 francs, 60 000 francs par mois. Je vivais chez mes parents dans une petite chambre. À ce moment donné, on habitait déjà à Etoudji. Et je me rappelle une scène qui m'a beaucoup frustré. J'avais invité un de mes collègues chez moi, je peux le citer ici, il s'appelle le docteur Thierry Joubert Kamga, pour vous dire que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Il était arrivé chez moi un jour, et puis on tapait les divers dans ma chambre. J'avais vraiment une chambre qui était très petite à Etoudji, dépôt de sable, et il a commencé à pleuvoir. Et ce jour-là, quand il pleuvait, puisqu'il y avait un problème sur le plafond de ma chambre, l'eau coulait. Donc pendant qu'il pleuvait, l'eau a commencé à couler dans ma chambre. Il a fallu donc que je déplace le lit pour mettre un seau, que l'eau coule dans le seau. Et voilà, ça a été une scène assez choquante pour moi, parce que je me disais, voilà, tu es médecin, on te voit en blouse à l'hôpital tous les jours, on pense peut-être que voilà, ça va déjà bien pour toi, alors qu'en réalité, tu lis l'heure. Et voilà, pour moi, c'était un gros mépris. Je me suis dit, depuis ce jour, qu'il faut que je quitte la maison. Donc, j'ai commencé avec un projet qui s'appelle SOS Médecins Cameroun. On faisait des consultations à domicile, la médecine extra-hospitalière. J'ai débuté tout seul. Après, j'ai interpellé des collègues pour qu'on puisse le faire ensemble parce que je n'arrivais pas à le faire seul. Le projet devenait de plus en plus grand. C'est comme ça que j'invite donc des collègues à la maison, toujours à étudier, pour leur présenter le projet. Il y a certains qui adhèrent, on lance le projet, on développe le projet. Mais après, on tape poteau de manière gigantesque parce qu'on n'arrive pas à gérer la croissance, on n'a pas suffisamment de compétences. Moi-même, je commets énormément d'erreurs dans la gestion des finances, dans la gestion des membres, des investisseurs, des équipes, parce qu'on avait une équipe de près de 100 personnes. Et du coup, on n'y arrivait pas. Moi, j'avoue, je me suis planté totalement. Mais quand même, on a réussi à faire certaines choses. À cette époque, on était la première plateforme de médecine en ligne, notamment extra-hospitalière. On donnait des conseils sur Facebook, WhatsApp et tout le reste. Et de cette expérience dont j'ai voulu partager mes échecs avec les autres jeunes. C'est comme ça que naît dans la Startup Academy. Dans la Startup Academy naît des challenges et des difficultés que je rencontre à SOS Médecins. Parce que moi, quand j'étais au secondaire à l'internat, j'aimais partager mes connaissances. Moi, le partage, c'est une valeur qui est héréditaire chez moi. Ça découle de ma lignée maternelle. On aime partager. Vous allez voir, je produis des vidéos chaque jour, des textes chaque jour. Je partage mes expériences. J'explique les stratégies qu'on met en place pour nos projets. Parfois, les gens me demandent même, mais Claudel, comment tu peux partager autant de secrets en ligne? Je dis que non, j'ai 800 idées par seconde, mon frère. Je peux partager comme ça, une fois, sans arrêt. Parce que j'aime partager ce que je connais, parce que j'estime que c'est important pour développer une nation, surtout africaine, qui a autant de problèmes. Donc c'est donc comme ça que je crée la Startup Academy. Je commence avec des conférences gratuites. Ensuite, progressivement, la mayonnaise ne fait que prendre. Je développe le projet, je développe jusqu'à ce que ça devienne une communauté aussi grande comme celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Startup Academy, c'est pratiquement 8 ans, parce que c'est de 2016 à ce jour. On a un siège physique à Yaoundé, un siège physique à Douala, un siège physique à Tchang. On a un siège physique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a des représentations dans plus de 20 pays. On a plus de 2000 membres. On a une équipe de plus de 100 personnes. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez grand. Mais quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées violemment avec un projet pareil? Alors, première difficulté, c'est le fait que la plupart des projets qu'on lance ne fonctionnent pas. Et ça, c'est une réelle difficulté. Moi, je dis toujours, sur 10 projets que j'ai lancés, 8 n'ont pas fonctionné. Sauf que sur les 8, il y a peut-être 2 ou 3 que tu as lancés avec ton argent. Mais les autres projets, parfois, tu as interpellé d'autres membres. Tu as contacté d'autres personnes, tu leur as fait comprendre, venez ensemble, on peut bâtir un projet. Ils ont parfois mis de leur temps, mis de leurs ressources intellectuelles, financières, matérielles et tout ce qui va avec. Et quand le projet ne fonctionne pas, ils estiment que c'est toi le malhonnête. Ils estiment que c'est toi, Claudel, qui les a floués. Ils estiment que c'est un abus de confiance. Ils estiment que tu as mangé leur argent. Ils estiment que tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait faire. Parce que eux, ils estiment que tu es très intelligent. Donc que tu ne peux pas te tromper. Donc ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est l'intelligence. Non, pas seulement. Tu peux être très intelligent, tu tapes poteau 1000 fois. L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec l'intelligence. Est-ce que je suis intelligent? La réponse est oui.
Mais est-ce que ça suffit pour développer un projet? Non, ça ne suffit pas. Donc il y a des projets qu'on a échoué violemment. Il y a des projets où on a lancé, on a tapé poteau terriblement. Parce qu'on n'arrivait pas à gérer les ressources humaines, parce qu'on n'avait pas assez de clients, parce que le marketing n'était pas pointu, parce qu'il y avait trop de concurrence sur le marché. Il y a tellement de projets comme ça qu'on a enchaînés, qui n'ont pas fonctionné. Et ça m'a fait perdre beaucoup en capital confiance. Il y a beaucoup d'investisseurs qui m'ont porté plainte. Il n'y a pas un commissariat que je ne connais pas à Yaoundé. Il n'y a pas une police judiciaire que je ne connais pas. Le CED, j'y suis allé tellement de fois. Les cellules, j'en ai fait tellement de fois. Dans une vidéo, j'expliquais qu'en 2022, par exemple, j'ai fait la cellule près de 7 fois. Je le dis parce que c'est la réalité des entrepreneurs. Donc quand je vois par exemple des histoires comme celle de Papa Zouzoua, qui a eu des difficultés avec des clients, avec ses collaborateurs aussi peut-être, avec des personnes qui les ont payés pour pouvoir bénéficier de leurs prestations et que ça a créé la tontine qu'ils ont eue. Moi ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait c'est mon quotidien. Et tout entrepreneur clair, sincère et véridique va vous le dire. Si vous voyez un entrepreneur qui vous dit non, moi je suis honnête, je suis clair, je suis transparent, je suis ceci, moi je ne commets pas tel type d'erreur, il faut comprendre que c'est un malhonnête et c'est un bandit. Parce que j'ai dit dans une vidéo antérieurement que chacun de nous est à la fois bon et mauvais. Chacun de nous a à la fois un côté positif et un côté négatif. Il n'y a personne qui n'est que bon ou qui n'est que mauvais. Parce que les circonstances, les contingences internes et externes influencent beaucoup sur qui nous sommes. Il y a des fois où je me suis trompé. Il y a des fois où j'ai mal géré des projets. Il y a des fois où je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il y a des fois où j'ai fait ce qu'il fallait aussi, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a des fois où je n'ai pas su gérer les ressources humaines que j'avais. Il y a eu des fois où j'ai été désobligeant. Il y a eu des fois où je n'ai pas bien traité le personnel avec qui je travaillais, mes collaborateurs. Il y a des fois où je n'ai pas été honnête, je n'ai pas été fiable. Comme aussi il y a des fois où j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça n'a pas marché. Donc la première difficulté, c'est que tu embarques des personnes dans un projet et ça ne fonctionne pas et au final c'est toi qui payes les pots cassés, c'est toi qui assumes, c'est toi qui vas répondre devant un commissaire, devant un inspecteur de police, c'est toi qui fais l'objet de poursuites judiciaires, c'est toi qui te retrouves en cellule, peut-être en prison un jour, on ne sait jamais. Ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le fait que tu dois couvrir les manquements de tes collaborateurs. Et ça c'est énorme, surtout quand tu as une communauté comme la Startup Academy. Ça veut dire qu'un collaborateur commet une erreur, ça retombe directement sur toi. Que ce soit directement ou indirectement. Si un membre de Startup Academy commet une erreur au Bénin, ça va tomber sur moi. Si un membre de Startup Academy à Tchang commet une erreur, ça va tomber sur moi, même si je ne le connais pas physiquement. Parce que vous devez vous imaginer, quand tu as une communauté de plus de 2000 membres, tu ne peux pas connaître physiquement tout le monde. Il y a des membres que je n'ai jamais vus. Je ne les connais même pas. Même en ligne, je ne les ai jamais vus. Mais s'ils commettent une erreur, on va dire non, c'est un membre de Startup Academy. Startup Academy appartient à qui? À Claudel, donc c'est lui le bandit. J'ai bouffé tellement de tontine. J'aime souvent dire, je suis le président de la tontine des entrepreneurs africains, surtout en Afrique francophone. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique francophone qui ont bouffé des tontines comme moi sur Internet. Je ne pense pas. J'ai bouffé toute forme de tontine. Il n'y a pas une forme de tontine que je n'ai pas bouffé. Ça veut dire que tu te lèves un matin, tu bouffes une tontine par rapport à un de tes membres qui a commis une erreur dans son entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas une entreprise dans laquelle tu es associé, tu es partenaire, tu es investisseur, tu n'es rien. Donc tu as quelqu'un qui a payé 120 000 francs pour devenir membre. Peut-être, je ne sais pas, à Bouddha. Tu ne le connais pas physiquement parce que ce n'est pas toi qui es à Bouddha. Il a son entreprise parce qu'il est devenu membre, parce qu'il veut faire la promotion de son entreprise. Et quand il est devenu donc membre, il a contacté certaines personnes. Peut-être qu'il les a escroquées. Et directement, ça devient que Claudel a escroqué des personnes à Bouddha, à Tchang, à Bafoussam, à Yaoundé, en Côte d'Ivoire. Parfois, tu dois gérer ce type de problème et tu assumes. Parce que ça fait l'objet d'une tontine, ça fait l'objet de poursuites et tout ce qui va dans ce sens-là. Tu assumes parce qu'on ne pleure pas. Personne ne m'avait envoyé créer une communauté. J'aurais pu développer un projet où je suis seul. Je gagne de l'argent seul. Comme je dis souvent, je sais gagner de l'argent. Donc s'il faut développer un projet où je suis seul, je gagne de l'argent, je bâtis mon patrimoine seul, je peux le faire. Mais c'est parce que j'estime que j'ai une destinée plus grande, que je veux le faire pour un nombre de personnes beaucoup plus important. C'est pour ça que je partage mes connaissances et je fais en sorte que tout le monde puisse bénéficier de mes 800 idées par seconde au quotidien au travers de textes, de vidéos, de conférences et tout ce qui va avec. Ça, ce sont les deuxièmes formes de difficultés qu'on rencontre. Troisième forme de difficulté, c'est lié au fait que quand tu fais des projets qui ne fonctionnent pas, tu perds en crédibilité. Parce que les gens estiment que mais Claudel, comment il peut donner des conseils aux gens en ligne, mais il fait un projet, ça ne fonctionne pas. Il lance un projet, ça ne marche pas. Ça veut dire que peut-être il n'est pas fiable. Ça veut dire que peut-être il ne maîtrise même pas.
Donc les gens ne prennent plus en compte le fait que l'entrepreneuriat, il y a des contingences internes et externes. Du coup, tu peux faire tout ce qu'il faut et ça ne fonctionne pas. La Covid, qui pouvait prévoir la Covid? Mais sauf que tout le monde s'en fout. Puisque quand un projet ne fonctionne pas, un investisseur ne va pas dire que non, vraiment c'est normal, comment on peut faire pour remonter la pente? Non, il s'en fout totalement. Pour lui, c'est toi le problème, c'est toi l'homme à abattre. Ton collaborateur, c'est toi l'homme à abattre. Donc du coup, tu deviens l'homme à abattre, alors qu'au final, tu voulais tout simplement apporter ta contribution pour que les choses se développent comme ça doit. L'autre problème aussi, c'est que quand les choses fonctionnent bien, bah, les gens n'en parlent pas, même dans ta communauté. Ça veut dire que quand tu fais un projet dont les résultats sont spectaculaires, les membres de ta communauté n'en parlent pas. Donc ce qui fait en sorte que, et ça c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, j'en parlais dans une vidéo, c'était un biais cognitif qui fait que si tu réalises 10 choses, 9 sont bonnes et une est mauvaise, on va amplifier celle qui est mauvaise, parce qu'en fait, et même personnellement, c'est le rapport qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Si tu postes une photo, il y a 1000 commentaires, 995 sont positifs et 5 sont négatifs, tu vas prêter une attention particulière sur ceux qui sont négatifs. Parce que tu vas te dire non, pourquoi on dit que je suis mal habillé? Pourquoi ils trouvent que la couleur de mes vêtements n'est pas jolie et tout ça? Ça, c'est le biais de négativité. Donc, tu as une communauté où quand on réalise des choses exceptionnelles, personne n'en parle. Quand on fait un projet qui fonctionne, les intervenants n'en parlent pas, ne communiquent pas dessus. Mais quand ça ne fonctionne pas, on te traîne partout, en justice, dans les tribunaux. Moi, je me rappelle une fois, il y a même la police qui est venue dans l'un de nos sièges, qui a intimidé l'une de nos collaboratrices qui s'appelle Anne-Marie Akouda. C'est une femme qui a tellement subi de mes manquements parfois aussi. Et tu restes comme ça, tu te dis, comment est-ce que je peux faire autant subir mes collaborateurs alors que parfois, on a fait tout ce qu'il fallait, mais ça n'a pas fonctionné. Une autre forme de difficulté qu'on rencontre, c'est le fait que sur 100 personnes que tu vas former, accompagner, financer pour leur permettre d'atteindre un certain niveau, bah, il y a 98 qui vont partir. Donc tu prends 100 jeunes, tu leur partages tes connaissances, tu leur partages ton savoir-faire, tu leur partages ton expérience, tu les finances. Quand je dis financer, c'est dans tous les sens du terme. Tu leur achètes du matériel, tu leur achètes tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Tu mets les bureaux à leur disposition, tu mets toute ton expertise pour leur permettre de progresser. Et sur 100, tu as 95, 96 qui vont partir après. Soit ils vont partir développer des projets similaires, soit ils vont partir parce qu'ils vont estimer que tu ne leur donnes pas assez. Soit ils vont partir parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà assez grands et que tu les exploites. Soit ils vont partir parce qu'ils estiment que tu leur fais de l'ombre. Parce qu'on ne parle que de toi, eux ils veulent aussi avoir un endroit où on parle d'eux. Je ne parle pas des malversations financières, je ne parle pas de ceux qui vont détourner de l'argent, je ne parle pas de ceux qui vont, de par leur incompétence parfois, ou alors insouciance, ou alors ignorance, vont commettre des gaffes qui vont retomber sur toi directement. Et tu peux devenir très vite paranoïaque. Parce que tu te dis, ok, comment on peut accompagner autant de personnes et puis finalement personne ne reste? Donc tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et c'est la difficulté que vous aussi vous allez rencontrer, que toi tu vas rencontrer, toi qui es entrepreneur. Tu vas former des gens, ces gens vont partir. Ces gens vont devenir tes plus farouches concurrents. Ces gens vont devenir tes plus farouches détracteurs. La plupart des fois, quand tu vas bouffer des tontines en ligne, ça va venir d'eux. Et c'est vraiment tragique. Donc c'est une autre forme de difficulté qu'on rencontre. Une autre forme de difficulté, c'est que parfois vous vous retrouvez dans des tensions de trésorerie. Et là, c'est parfois grave. Ça veut dire que vous ne générez pas suffisamment de chiffre d'affaires, vous n'avez pas suffisamment un flux de trésorerie qui vous permet de financer vos charges incompressibles, comme par exemple le loyer. Et le bailleur n'en a rien à foutre. Le bailleur n'a rien à foutre, mon frère. Si tu ne payes pas le loyer, il te met dehors. Moi, je me rappelle une fois, par exemple, au Numbisi Resource Centers, on a fait 1 mois fermé. Parce que le bailleur est venu fermer, puisque on n'a pas pu payer le loyer. Donc il vient, il ferme. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il s'en fout que vous n'ayez pas gagné assez de marché, que vous ayez des factures en attente et tout le reste. Il s'en fout, il vient, il ferme. Il y a tellement de difficultés qu'on rencontre au quotidien, que ce soit avec Sur Mesure, que ce soit avec Startup Academy et tout le reste, où tu n'as pas de trésorerie en fait. Et quand tu n'as pas de trésorerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas assez d'argent pour gérer parfois des charges incompressibles comme le loyer, j'ai pris l'exemple du loyer, ou même comme les salaires. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans un cas de figure où tu n'as pas assez d'argent pour payer les salaires. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu as des collaborateurs qui vont partir, qui estiment que non, vraiment, comment tu ne nous payes pas? Non, nous on part. Parfois, ces collaborateurs vont te faire bouffer des tontines, vont expliquer comment tu es malhonnête, tu ne les payes pas. Alors que c'est eux-mêmes qui gèrent les projets, c'est eux-mêmes qui doivent pouvoir produire ce qui va permettre de les payer. Mais ils n'arrivent pas à le faire, mais ils voudraient que tu sortes l'argent de ta poche pour les payer. Alors que parfois, tu le fais même régulièrement. Mais le jour où tu n'arrives pas à le faire, ils te font bouffer des tontines. Après, tu as d'autres qui sont résilients, et ça, je remercie énormément ceux qui le font, qui se disent, ok, c'est une période où on n'a pas d'argent, donc c'est le moment où on doit plus
travailler pour pouvoir sortir de cette zone de turbulence. Ils se battent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais au fond de toi, c'est frustrant. Tu te dis, mais comment est-ce que je n'arrive pas à assumer ce genre de responsabilité-là? Comment je peux faire travailler des personnes comme ça, qui n'ont pas de salaire, alors qu'au fond, ça te fait mal? Parce que même toi-même, tu n'as pas de salaire. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas de salaire et toi, tu as un salaire, tu te la roules carrosse. Non, parfois, tu dois te priver de certains avantages pour leur permettre de pouvoir travailler. Ce n'est pas évident. Parce que les gens peuvent se dire que non, tu as tout, tu vis bien, on te voit sur Internet. C'est pour ça que je n'aime pas être fake. Moi, j'aime dire clairement ce qui se passe, comme dans cette vidéo. Et dans toutes mes vidéos, c'est la même chose. Parce que ce qui va vous arriver sera violent. L'avantage, c'est que oui, vous auriez des collaborateurs qui vont comprendre ça, qui vont se battre, qui vont mouiller le maillot. Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, je vais prendre peut-être un exemple. Moi, je me rappelle dans un projet, l'avantage, je ne vais pas citer de nom pour les cas où ça ne se passe pas bien. Donc, les choses qui se passent bien, moi, je cite les noms, comme Anne-Marie Akouda, qui fait un travail exceptionnel que j'ai cité antérieurement. Mais là, je vais, par exemple, prendre un cas de figure qui s'est produit, mais je ne vais pas citer le nom. C'est un projet que nous avons lancé. Et dans ce projet, il y a tout un organigramme, en fait. Ça veut dire qu'on crée une entreprise. Moi, je suis le président du conseil d'administration. Dans cette entreprise, il y a le directeur général, il a son assistant de direction, il a son équipe, il y a tout le nécessaire, son comptable et tout le reste. Et parmi ses collaborateurs, il y a un qui a les aérés de salaire. Parce que le DG n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Parce que ce n'est pas moi, le président du conseil d'administration, qui doit venir faire le travail du DG. Non, ce n'est pas mon travail. Puisque moi aussi, je suis un investisseur et un actionnaire. Donc, on a nommé quelqu'un DG. Il a des objectifs, il a une feuille de route. Il doit pouvoir générer de la trésorerie qui lui permet de pouvoir financer ses équipes en termes de salaire et de tout le reste, parce qu'il a un budget. Sauf que tu as donc un responsable de projet, un DG, qui n'arrive pas à le faire, et finalement, il se retrouve avec une équipe qui a des aérés de salaire. Et dans les membres de cette équipe, tu as quelqu'un qui te fait bouffer une tontine. Il va sur Internet dire que toi, tu ne payes pas son salaire, alors que ce n'est pas toi son patron. Mais comme ce n'est que Claudel qu'on connaît en ligne, ce n'est que Claudel qui est sur Facebook, qui publie les vidéos, les gens te font bouffer les tontines. Comment on dit vraiment, tu es un voleur, tu es un arnaqueur, tu viens parler en ligne alors que tu as les gens que tu n'as pas payés. Et parfois, tu lis les commentaires et ça t'amuse. Parce que tu te dis, ceux qui sont en train de commenter là, ce ne sont pas les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, il comprend ce qui est en train de se passer. Donc parfois, tu bouffes des tontines comme ça pour des projets dans lesquels tu n'es en rien responsable, mais puisque c'est toi qui es devant, puisque c'est toi la face visible de l'iceberg, tu bouffes la tontine. Et on ne pleure pas. Parce que personne n'était envoyé. Personne. Donc il y a des difficultés comme ça violentes qu'on rencontre au quotidien. Terrible. Tu bouffes des tontines jusqu'à ce que... Et toutes les tontines que tu bouffes, c'est vrai qu'on ne pleure pas, mais ça joue sur ta crédibilité. Il n'y a que vraiment les puristes qui vont comprendre ce que tu vis et qui pourront se dire non, ce qu'on est en train de dire là, moi je suis en interne, je sais ce qui se passe. Ou alors même si je ne suis pas en interne, je suis un entrepreneur, je peux comprendre ce qui se passe. En plus, on a quel âge? La tranche d'âge des personnes qui travaillent dans nos projets, c'est 23 ans. Donc on travaille principalement avec des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas forcément cette expérience entrepreneuriale, cette expérience professionnelle. On leur a donné l'opportunité de pouvoir faire leurs preuves malgré le fait de ne pas avoir cette expérience. Donc du coup, il y a des casses et on assume. Là, je ne parle que de la Startup Academy. Parce que je pourrais continuer avec d'autres projets. Je peux parler de SM qui existe depuis 7 ans aussi. Aujourd'hui, on a une boutique à Place. On rencontre énormément de difficultés au quotidien. Parce que quand tu viens d'ouvrir une boutique aussi prestigieuse, où tu as un investissement aussi important, avec des équipes aussi pointues, qui coûtent aussi cher. La boutique est ouverte depuis février. Ça fait à peine 5 mois. Ça veut dire que tu ne génères pas assez de trésorerie. Et pour pouvoir mettre en place la boutique, il a fallu que tu finances la boutique. Il a fallu que tu payes les salaires des gens qui ne produisent pas d'argent. Mais au quotidien, en fait, il faut que tu puisses payer le loyer, payer les charges, payer tout. Ce n'est pas évident. Il faut que tu trouves des ressources pour faire fonctionner autant d'entreprises. Parce que moi, aujourd'hui, je suis responsable de combien d'entreprises? Au moins 10. J'ai cité Startup Academy. Startup Academy, c'est plusieurs entités. Parce qu'il y a Startup Academy de Yaoundé qui est une entité à part, indépendante. De Douala qui est à part, indépendante. De Tchang qui est à part, indépendante. De Côte d'Ivoire qui est à part, indépendante. On a les représentations qui sont à part et indépendantes. Il y a Sur Mesure qui est à part et indépendant. Il y a le CENIC, le Claudel Numbisi International Consulting qui est à part et indépendant. Il y a le NSC, le Numbisi Resource Center, qui est à la Nouvelle Route Bastos, avec son siège, avec ses départements, qui est à part et indépendant. Mais il y a mes livres, il y a tellement de projets. Je ne parle pas de Startup Group qui a ses filiales, qui est à part et indépendant, dont je suis aussi le président du conseil d'administration. Je ne parle pas des projets dans lesquels je suis un intervenant ou je suis un consultant. Je ne parle pas des clients. Je ne parle pas des fournisseurs. Je ne parle pas de la tontine structurelle africaine qui a lancé le projet Njoka que vous connaissez et le projet Smart City. Je ne parle pas de Unibrain. Je ne parle pas
Je suis en train de citer des projets, vous voyez, je ne parle pas de médecin 2.0, je ne parle pas de la vitrine. En fait, on a tellement de projets comme ça qu'on a mis en place et d'autres qui sont en train de venir, qui ont des équipes, qui ont des professionnels, qui ont un organigramme qui gère. Mais quand un truc ne fonctionne pas en aval, on revient en amont et ça tombe sur toi. Ça fait que tu n'as pas de vie en fait. Tu n'as pas de vie, ni familiale, ni personnelle. Ça fait que parfois tu dois puiser toutes les ressources personnelles que tu as pour sauver une entreprise. Parfois tu es obligé de laisser certaines couler parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu dois te battre au quotidien. Parfois, tu dois montrer une certaine image pour pouvoir garantir la stabilité et la fiabilité, l'image de marque de tes entreprises. Mais les gens estiment que ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Et quand tu leur dois de l'argent, par exemple, ils estiment que tu es malhonnête. Que comment tu me dois de l'argent depuis, tu ne me rembourses pas alors que vous avez des voitures neuves. Voilà les genres de réflexions. Voilà le genre de réflexion que les gens ont. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, t'a fourni un service. Tu as avancé de l'argent. Ou alors il t'a livré un produit, c'est un de tes fournisseurs. Tu as avancé de l'argent. Parce que tu as fait 1 semaine, 2 semaines sans payer. Bah, il vient, il t'accule, il te dit, mais Claudel, depuis là, tu ne m'as pas payé. Pourquoi? Vous avez les voitures neuves, vous avez des bureaux luxueux, vous avez ceci, vous avez cela. Pourquoi tu ne me payes pas? Mais en fait, il voit le problème micro, il ne comprend pas que le problème est macro. Parce que lui, il vient se plaindre d'une chose alpha. Alors qu'en fait, il y a 1000 autres choses autour qui font en sorte que ça rend la difficulté de résoudre le problème alpha que lui, il a. Mais personne ne comprend ça. Et personne, en fait, ne veut même comprendre. Parce qu'on estime que c'est toi l'homme à abattre. Donc, je ne sais même pas combien de minutes fait déjà la vidéo. Elle doit déjà être très longue. Et l'autre problème, c'est que vous n'avez pas les datas pour suivre. Donc, parfois, on est obligé de faire court alors qu'on a vraiment envie de partager beaucoup plus que ça. Mais c'est dommage, je ne vais pas aller plus loin parce que si je continue, la vidéo sera trop longue. Peut-être les gens ne vont pas suivre. Et ça ferait un peu comme si je suis en train de perdre du temps. Ces difficultés, on les rencontre au quotidien. On les vit dans la chair. Quand tu reçois 100 nouvelles, 97 sont mauvaises. Donc, tu vas avoir ton téléphone, tu as 7 messages. Tu ouvres le premier, c'est une convocation. Tu ouvres le deuxième, c'est une mise en demeure parce qu'il y a un bailleur qui veut t'expulser d'un des locaux dans lesquels tu es. Tu ouvres le troisième, c'est une capture d'une publication sur Internet où quelqu'un est en train de t'insulter, quelqu'un est en train de dire que tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un sectaire, tu es un sorcier, tu tues les gens, tu fais ceci, tu bois le sang. Tu ouvres un autre message, c'est un membre de ta famille qui te dit qu'il a son mariage la semaine prochaine, il attend ta contribution. Tu ouvres un autre message, c'est un collaborateur qui vient de démissionner. Tu ouvres un autre message, c'est un ancien collaborateur qui a créé une entreprise similaire à ce que vous faites, qui utilise vos bases de données pour pouvoir prospecter ses clients. Tu ouvres un autre message, tu ouvres un autre message, tu ouvres un autre message et c'est la même chose. Et parfois même quand c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle selon laquelle, bon, ce mois quand même on a pu payer nos charges incompressibles, mais il n'y a rien en plus, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent à se partager. Et du coup, toi, tu ne gagnes rien, les investisseurs ne gagnent rien, les actionnaires ne gagnent rien. Et au final, ils estiment que voilà, tu es un bandit, depuis 2 ans, 3 ans qu'on est là, tu ne nous donnes rien, tu es un voleur, vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont, les noirs, on ne leur fait jamais confiance. Quand tu leur fais confiance, ils ne sont jamais réglo. Tu travailles avec des Africains de la diaspora qui estiment toujours que vous êtes des idiots, vous êtes des feignants, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas assez compétents parce que eux ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont en Grande-Bretagne. Donc eux, voilà, ils ont plus la connaissance de la science, de l'entrepreneuriat. Et puis vous qui êtes restés en Afrique avec qui ils travaillent, voilà, vous êtes tous des bandits, tous des voleurs. Il y a une condescendance incroyable qu'ils ont vis-à-vis du travail que vous faites. Et parfois, tu as envie de leur rappeler que, mes frères, vous avez fui l'Afrique, hein? N'oubliez pas, vous avez fui l'Afrique. Nous, on a décidé de rester ici. Donc, ce qu'on fait là, c'est dans l'environnement où vous avez fui. Ça vous a dépassé, vous avez fui. Il ne faut pas oublier ça. Laissons ceux qui sont nés là-bas. Parlons de vous qui avez fui. Certains par pirogue, d'autres par avion avec les dernières économies d'une tontine où ils ont volé l'argent pour fuir. D'autres, leurs parents se sont battus pour dire que fuis, pardon, tu n'as pas d'avenir ici. Parfois, ils oublient ça. Mais on bouffe des tontines au quotidien, mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. Et moi, je fais cette vidéo pour que toi qui es un entrepreneur, toi qui es africain, toi qui résides en Afrique et toi qui entreprends, je suis sûr que dans toutes les difficultés que j'ai présentées, il y a certaines que tu rencontres aussi. Sache que Claudel aussi rencontre les mêmes difficultés. Ce n'est pas parce que tu le vois sourire sur une photo, parce que ce sourire, en fait, c'est un mindset que je suis en train de transmettre pour te faire comprendre qu'on ne pleure pas, parce que ça ne va pas résoudre ton problème. Tu peux pleurer dans la chambre, tu peux pleurer à la maison, mais quand tu sors,
Tu dois sourire parce que ce sourire-là entraîne des vibrations positives dans ta vie qui te permettent de trouver des solutions à tes problèmes. Donc ne pense pas que comme Claudel sourit sur des photos, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Il a les mêmes problèmes que toi. Il a les mêmes difficultés que toi. Il a les mêmes challenges que toi. Tu as fait la cellule, non? Il a aussi fait la cellule. Tu es peut-être en prison, non? Il a failli faire la prison plusieurs fois. Il a déjà été chez les procureurs plusieurs fois. Peut-être il va même te rejoindre bientôt. Tu as fui le pays, non? Il a voulu fuir plusieurs fois. Il a voulu partir plusieurs fois. Il a voulu tout abandonner plusieurs fois. Chaque jour qui passe, il a envie de tout abandonner. Tu n'arrives pas à passer du temps avec ta famille, n'est-ce pas? Claudel, c'est son quotidien. Parce qu'il est toujours en voyage. Parce que parfois, ses projets sont prioritaires par rapport à sa propre vie. Parfois, il doit se priver de ses plaisirs personnels pour qu'un projet puisse se développer. Il vit les mêmes choses que toi. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si Claudel et toi, vous vous mettez ensemble pour faire un projet plus grand, ces difficultés-là, on va pouvoir les amortir parce que nous serions plus nombreux à pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est la leçon que je veux te passer. Donc, si tu estimes que tu peux travailler avec Claudel et qu'ensemble, vous puissiez développer des projets plus grands, parce que quand on est plus grand, quand on est ensemble, quand on est soudés, toutes ces difficultés-là, on peut les amortir plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait en sorte que je ne sois pas encore mort totalement et que je continue de résister pratiquement 10 ans après, c'est parce que j'ai une équipe solide. C'est parce que j'ai des personnes qui encaissent tout cela avec moi. Je ne peux pas les citer dans une vidéo. Certains acceptent de se faire citer. D'autres veulent rester dans l'anonymat, donc je ne vais pas les citer. Donc je les remercie énormément parce que si j'ai 10 difficultés qui arrivent, il y a des personnes qui bloquent l'impact de ces difficultés-là. Et chacun de nous reçoit juste une partie de l'impact. Et ça nous permet de résister plus facilement. C'est pour ça que Claudel est là, pratiquement 10 ans après, malgré toutes ces difficultés, toutes ces tontines, tous ces challenges. Et on est là pour longtemps encore. Et même si je ne suis plus là, il y a des personnes qui vont pouvoir continuer ce combat rude. Parce que ces personnes-là ont réussi à partager cet esprit, cette énergie, cette spiritualité africaine que nous développons. Je sais qu'il y a des collaborateurs avec qui j'ai travaillé qui estiment qu'aujourd'hui je suis un bandit. Merci pour ce que vous avez apporté dans nos projets. Merci pour qui vous êtes. Je vous demande pardon si j'ai fauté. Et même si vous refusez de me pardonner, je vous remercie pour le travail que vous avez apporté. Il y a des investisseurs, il y a des actionnaires, il y a des partenaires, il y a des collaborateurs qui estiment qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de malhonnête, de bandit, de sorcier, de tout, d'abuseur de confiance. Merci pour le fait d'avoir contribué à développer nos projets. Merci d'y avoir apporté de votre plus-value. Merci de nous porter plainte et de nous rappeler au quotidien qu'on doit rester sérieux dans tout ce qu'on fait, même quand tout est mis en place pour qu'on ne réussisse pas. Parce que dans toutes les vidéos, ou plutôt dans toute la vidéo, je n'ai pas voulu parler des difficultés administratives, des difficultés avec le fisc, des difficultés avec les impôts, des difficultés sur le plan de l'administration. J'ai laissé tout ça. Parce que je vous ai dit, s'il faut parler de toutes les difficultés, on va passer toute la journée. Mais surtout, je voudrais remercier toutes les personnes qui, malgré tout ça, continuent d'y croire, continuent de travailler dur, continuent de se battre pour qu'on puisse progresser. Moi, je vous dois tout. Vous êtes ma source de vie, ma source d'inspiration. Et je peux vous garantir que tant que je serai vivant, je donnerai tout ce que j'ai pour qu'on puisse laisser une empreinte digne à l'Afrique. Oui, on méprise les Africains, mais on dira qu'il y a des Africains qui se sont battus et qui ont réussi à faire des choses intéressantes. Mais je ne peux pas le faire seul. Si toi tu veux participer à cette aventure, je vais mettre un lien en commentaire, tu cliques dessus et ensemble, nous allons être plus puissants. À demain pour une nouvelle chronique.